Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis africains, nous sommes à un grand tournant de la vie politique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, votre président, a proclamé depuis avant-hier qu'il serait de nouveau candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous allons réécouter son propos et puis nous allons faire nos petites analyses comme à notre habitude. À côté de cela, M. Awadon Melo aussi a fait une apparition publique aujourd'hui. Et nous allons essayer, évidemment, bien entendu, de décortiquer cette vidéo également. Je serai obligé de faire une vidéo pas de charge. Je voudrais avant toute chose saluer tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Je sais que cela fait quand même un bail qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas échangé. Mais je suis là, je suis en bonne santé, en bonne forme et tout va bien. Alors, je vois les uns les autres se connecter, Patricia Gaëri, Clo-Clo le Grand, et j'ai vu un certain nombre de personnes que je salue au passage. J'espère qu'ils allaient bien. Ivoiriens, Ivoiriennes, sans plus tarder, on va écouter Alassane Ouattara. Conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, en fait, ça c'est du véritable délire, quoi. L'intérêt supérieur de la nation. Toi, ta candidature, c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'intérêt supérieur de ceux qui t'ont contacté pendant ces 4 derniers mois. Voilà, c'est pas ça la nation. Tu vois, le grand-père, Alassane Ouattara, les gens qui t'ont contacté ces 4 derniers mois pour solliciter ta candidature, c'est ceux qui sont ministres depuis que tu es au pouvoir. Donc c'est normal que quelqu'un qui a été ministre pendant 14 ans, 15 ans, c'est normal qu'il te sollicite encore. Quelqu'un qui est directeur général, quelqu'un qui est payé des millions grâce au RHDP, c'est normal qu'il veuille que tu sois président toute ta vie. C'est pas ça l'intérêt supérieur de la nation. Si tu dis ça, tu te mens à toi-même et puis tu mens au RHDP. Voilà, donc l'intérêt supérieur de la nation, c'est autre chose. Voilà, faut parler. J'ai décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Tu ne feras jamais ça. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi,
durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Ok. Toutefois, Toutefois. les années passées... Non. Ouattara, tu crois en l'alternance, tu crois à la nouvelle génération, tu crois au respect de la parole donnée, tu crois en tout ça, mais il n'y a plus de toutefois. Il n'y a plus de toutefois, il faut passer. La génération attend, ça fait combien? Ça fait combien, les gars? 15 ans, non? Ça fait 15 ans qu'ils attendent. Et puis toi, tu mets toutefois. Donc ça n'arrivera jamais. Tu es déjà vieux. Tu es déjà vieux, c'est à quel moment tu vas passer? Donc c'est faux. C'est faux. Tu t'en fais 4e mandat, tu t'en fais 20 ans au pouvoir. Donc c'est faux. Bon, vas-y. À la tête de notre pays, m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. D'accord. Donc, oui, tout ce que tu viens de citer là, aucun autre Ivoirien ne peut faire ça. La protection de la nation, tout ce que tu viens de citer là, aucun autre Ivoirien au RHDP ou bien en dehors du RHDP ne peut faire ça. Il faut que ce soit toi. Tout ça là même, c'est du faux même. Faut arrêter de distraire les gens. Pendant combien d'années tu vas distraire le peuple de Côte d'Ivoire, frère? Grand-père. C'est terrible ça. Tu t'imagines si tous les présidents devaient venir dire j'ai pris un engagement depuis que j'ai pris le pouvoir de protéger la nation, d'investir dans le développement. Donc je suis candidat. Donc je suis candidat. Pendant des années et des années et des années, en ce moment-là, on va pas sortir du monopartisme. Hein? Ce sont des choses extrêmement ridicules, n'est-ce pas? Des choses dont je me moque tout le temps. Les autres pays là, Obama là, il voulait pas protéger sa nation. En France là, les autres là, ils veulent pas protéger leur nation. C'est toi seul, le seul soi-disant Ivoirien capable de protéger la Côte d'Ivoire. Donc tu dois être là pendant 35 ans. C'est ce que tu cherches à trouver. Je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que... C'est quelle partie de la Constitution qui te permet? C'est quelle partie de la Constitution qui permet à Ouattara d'être candidat? Tu l'as dit en 2020. La Constitution me permet d'être candidat. Tu l'as dit encore en 2025. Tu l'as dit en 2015. Tu l'as dit en 2010. Chaque année, toi, la Constitution te permet d'être candidat. Mais ça, c'est quel président, ça? C'est ça qui est votre président en Côte d'Ivoire là-bas, là. C'est ça, là, qui est votre président en Côte d'Ivoire là-bas. Lui, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, depuis la Constitution lui permet d'être candidat. Il a fait un mandat, 2 mandats, 3e mandat. Même après 3e mandat, la Constitution lui permet toujours d'être candidat. C'est quoi ça? Donc, il y a une véritable arnaque. Le président de la République de Côte d'Ivoire est un anarcheur. Si tu dis que tu n'es pas un anarcheur, viens faire un débat pour nous démontrer comment la Constitution te permet d'être candidat. Voilà ce que nous demandons. Nous ne sommes pas dans les invectives gratuites. Si Alassane Ouattara soutient que la Constitution, tu viens, la Constitution c'est un livre. On ouvre le livre et puis tu dis, tu vois ici,
la Constitution dit ceci. Tu vois là, la Constitution dit ceci. Voici toutes les conditions pour devenir président de Côte d'Ivoire. Pour être candidat au moins. Donc, je remplis les conditions, venez. Mais chaque fois que tu viens, tu as le livre en main, tu dis oui, en tout cas, ça me permet. Et on ne sait pas. Donc, c'est du trompe-l'œil. Ce n'est pas vrai. Notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. Mais qui les a créés? La gestion exige les défis sécuritaires, les défis économiques, les problèmes économiques, les problèmes sécuritaires. Qui a créé ça? Si tu es là depuis 15 ans et que tu n'as pas réglé ça, c'est aujourd'hui que tu as réglé ça. Tu n'as pas réglé les problèmes sécuritaires, les défis sont là. Il faut laisser d'autres personnes vont s'en occuper. Hein? Tu es vieillissant. Tu as fait 3 mandats. C'est fini. Tu es plus âgé que Gbagbo, mais c'est vous qui parlez toujours de l'âge de Gbagbo. Gbagbo, au moins, il a fait un seul mandat et le reste, là, vous l'avez attaqué. Donc, au moins, Gbagbo, lui, peut dire oui, il est candidat pour un mandat. Toi, tu as fait 3. Tu veux faire 4e. Et tu nous parles de défis sécuritaires, défis économiques. Mais bien sûr qu'il y a toujours des défis. Depuis Houphouët-Boigny, il y a toujours eu des défis sécuritaires. Il y a toujours eu des défis économiques. Alors, c'est un problème. Une expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région. Et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. Oui. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Donc quoi? Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Oh, attends, ça là, c'est devenu, il ne faut pas fâcher. Hein. Ça là, c'est devenu un gag. Je suis candidat parce qu'il y a un défi sécurité, parce qu'il y a des terroristes, parce qu'il y a ceci et cela. Mais ça, c'est un véritable gag. En fait, il est à la même hauteur qu'Omega David. Chers amis, comme quelqu'un a écrit en bas là, ce sont des bêtises. Mais je ne peux pas dire ça, sinon on va dire que j'ai injurié, offense au chef de l'État. Donc je suis obligé d'être correct quand je parle de ce monsieur. Voilà. Bon, chers amis, Dieu merci, c'est pratiquement fini. Sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis. C'est les mêmes et individus. Nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment des plus vulnérables. Oh my Nous God. poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Tu fais beaucoup de mal aux Ivoiriens. Tu fais beaucoup de mal aux Ivoiriens, cher frère. Tu fais beaucoup de mal aux Ivoiriens. Ta 4e candidature, là, ça va créer des morts. Tu vas encore accuser l'opposition. Ta justice façon, là, va venir dire oui, c'est l'opposition qui a fait ça, qui a sémé le désordre, etc., etc. Tu sais que les gens ne vont pas te laisser faire 4e mandat. Tu sais. Oui, je ne sais pas pourquoi en Afrique, des chefs d'État font des choses comme ça. C'est incroyable, quoi. Mettre la vie de son peuple en danger juste pour pouvoir satisfaire son ventre et le ventre de ses camarades. Si les Touré Mamadou là sont plus ministres, ça fait quoi? S'ils ne sont plus ministres, ça fait quoi? Les Kandia Camara, là, s'ils ne sont plus ministres, ça fait quoi? Vous pouvez partir, d'autres ministres vont venir. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont étudié toute leur vie pour pouvoir servir la Côte d'Ivoire. Les Patrick Hachi, là, ils sont là depuis longtemps. Mais il y a d'autres personnes qui ont eu le parcours de Patrick Hachi, qui peuvent servir la Côte d'Ivoire aussi. Vous êtes là depuis 20 ans.
On vous dit de partir, vous ne voulez pas partir. Ça, vous appelez ça la démocratie. Quand le mot démocratie même sort de la bouche de Ouattara, franchement, je me demande même dans quel monde on est. On dirait que nous marchons tous sur la tête. Incroyable mais vrai. Cette année-là, si des gens meurent, c'est ta faute. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de grandes analyses à faire. Cette année-là, si les gens protestent, parce qu'ils ont raison de protester, si les gens protestent qu'il y a des morts, tu es le seul responsable. Toi et tous tes suiveurs. Tous tes suiveurs. Mamadou Touré. Voilà. Premier suiveur de Ouattara. Des gens qui vont là-bas. Et puis ils vont applaudir le 4e mandat. Je dis, mais ça, c'est des gens qui sont allés à l'école, ça. Vous êtes vraiment allés à l'école? Vous applaudissez le 4e mandat. Aucun de vous, aucun de ces individus-là ne peut se comparer, en tout cas à moi. Moi, je préfère le dire en même temps. Je ne laisserai jamais un de ces individus qui applaudissent le 4e mandat de se comparer à moi. Jamais de la vie. Parce que pour moi, vous êtes des intellectuels au rabais. Vous n'avez aucun niveau. Vous êtes là seulement pour remplir le ventre. C'est vraiment dommage, quoi. Houphouët-Boigny a été là pendant 33 ans. On a critiqué ça viscéralement. Viscéralement. On pensait être sorti de là. On vient avoir un autre aussi qui vient là. Vous allez voir, hein, si Dieu lui donne longue vie, il va faire 5e mandat. C'est-à-dire 4e mandat, là, il va forcer. Ça, c'est si... Franchement, ce gars-là, tant que Dieu lui donne le souffle de vie, il sera là. Et il y a des malhonnêtes au sein de notre appareil judiciaire qui viennent là gaillardement pour dire oui. Ah, la candidature de Ouattara est légalement fondée. Oui, il y a eu des présidents de conseil constitutionnel qui sont passés là pour dire oui, la 3e candidature de Ouattara est fondée. Vous allez voir, ils ont mis une dame là. Elle a un nom nordiste, là, nordique. Elle aussi, vous allez voir bientôt. Elle va venir dire que la 4e candidature de Ouattara est légalement fondée. Mais la candidature de Gbagbo n'est pas fondée. Vous verrez, hein, ce que je dis ici, là, vous verrez dans quelques mois, vous allez voir ça, à la télévision. Voilà ce qu'ils font de notre pays. Et quand tu ouvres la bouche, on te met en prison comme si tu as commis un crime avec ta bouche. Depuis que Ouattara est là au pouvoir, là, les crimes, là, c'est avec la bouche. Ça dit que ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de commettre un crime. C'est pourquoi notre camarade Steve Biko est encore en prison à l'heure où je vous parle. Chers amis, le camarade Steve Biko est encore là-bas. Parce qu'il aurait commis un crime à partir de la Mauritanie avec sa bouche. Le camarade Gala Kolibi est encore en prison. Des gens qui n'ont jamais été des rebelles comme Ouattara et Soro. Des gens qui n'ont jamais été des rebelles, qui ont toujours étudié, qui ont toujours parlé. Eux, ils sont en prison parce qu'ils ont ouvert la bouche. Moi, actuellement, si je suis en Côte d'Ivoire, je suis supposé être en prison. Voilà. Parce que j'ai ouvert la bouche pour dire non au 4e mandat, pour féliciter la désobéissance civile. J'appelle à une autre désobéissance civile, plus sévère. J'appelle à une autre désobéissance civile, c'est ce qui est correct. Quand la dictature fait rage, il faut une désobéissance civile. Mais cette année, le président Laurent Gbagbo est là, il est présent en Côte d'Ivoire. La désobéissance civile que vous allez voir là, ce ne sera pas la comédie de 2020. Ce sera une véritable désobéissance civile au sens pur du terme. Regarde nos camarades qui sont sur le terrain. Regarde ce qu'ils sont en train de préparer. En tout cas, vous voulez tuer. Vous allez tuer beaucoup, hein. Vous allez tuer beaucoup. Chers amis, on dit Don Melo a parlé. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sa vidéo? J'ai cherché sa vidéo, je ne l'ai pas trouvée. On dit Don Melo a parlé. Je n'ai pas encore regardé.
Mais à chaud, on peut analyser. A dit Don Milo a parlé. Chers amis, il y a tellement de choses qui se passent dans ce pays. Où je peux trouver... Ah, voici ça ici. Awa Don Milo. Oh, faut parler maintenant, pardon. Citoyen de Côte d'Ivoire, progressiste d'Afrique, de la diaspora africaine, chers parents, chers journalistes d'ici et d'ailleurs, Chers journalistes d'ici et d'ailleurs, je vous salue. ok. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ah bon? Je n'ai pas regardé. Beaucoup de bruit ont couru depuis ma proposition d'une candidature de précaution. Tu parles à force, hein? D'abord sur ma personne, ensuite sur le contenu du message. J'ai gardé le silence parce que c'était un processus interne. Mais pour clarifier ma position, Excusez-moi, j'ai un petit problème. Pour clarifier ta décision, oui. Ah, c'est un problème de réseau. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui. Ok. D'abord en me présentant, parce que beaucoup ne me connaissent pas et j'ai entendu et vu beaucoup de demi-vérités. Et ensuite en présentant ma proposition. Ok. D'abord, je suis à Guadeloupe. Né le 23 juin 1958 à Bon-Guadeloupe. Mon père, c'est M. Sénécois Domelo. Oh, le son est mauvais. Il est né à Lille, même si Domelo paraît un peu curieux. Mais originaire lui aussi de Bon-Guadeloupe. Et ma mère est Boaou, ethnie baoulé, originaire de Boaké. Je suis ingénieur du génie civil de l'INPHD de Yamoussoukro. Et après ce diplôme, je suis allé en France et j'ai obtenu un diplôme d'études approfondies en génie mécanique organisé conjointement par l'Université Paris 6 et l'École nationale des ponts et chaussées. Lieu où j'ai pu passer mon doctorat d'ingénieur des ponts et chaussées de l'École nationale supérieure, de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris, avec plusieurs spécialités en économie. Parallèlement à ma formation scientifique et technique à l'INPHD, j'ai acquis très jeune une formation politique à travers l'un des nombreux mouvements clandestins qui opéraient en Côte d'Ivoire, et j'avais choisi, quand j'étais étudiant, le mouvement panafricaniste. Évidemment, à l'âge de 20 ans. À Paris, j'ai intégré la 4e internationale communiste, puis ensuite le Parti communiste français jusqu'en 1983, où j'intègre le Parti communiste de Côte d'Ivoire, parti qui a fondé le Front populaire ivoirien avec d'autres courants politiques, organisés aussi en groupe
politique. J'ai enseigné dans plusieurs universités et grandes écoles en Côte d'Ivoire et à République. J'ai travaillé dans plusieurs laboratoires de matériaux de construction et de mécanique des sols. Je suis aussi auteur de plusieurs inventions, entre autres le géopavé, les briques en bois et le bitume du coco. Avant d'être directeur général du bien-être de 2000 à 2010, j'ai été également directeur de la technopole de Yamoussoukro. Et fin 2010, le président Laurent Gbagbo m'a fait l'honneur de me nommer ministre de l'équipement et porte-parole du gouvernement pendant la période de crise. Ah, le président Laurent Gbagbo. En 2011, mon exil me permet d'assister plusieurs chefs d'État africains dans la gestion de leurs grands projets d'État, particulièrement en Guinée-Conakry, où j'ai été conseiller spécial du président Alpha Condé jusqu'en 2021. Et depuis 2021, je suis entre Moscou et l'Afrique en tant que conseiller du patronat russe, puis représentant de l'Alliance internationale des BRICS et enfin vice-président de cette même organisation. Tu es un grand type. Depuis 2021, je suis également vice-président exécutif du PPAC. Mesdames et messieurs, je m'adresse solennellement à vous ce matin pour vous informer de l'importante décision que je prends à compter de ce jour en toute responsabilité. Mesdames et messieurs, l'histoire de l'humanité connaît de grands changements. En effet, intéressant. Nous constatons tous d'ailleurs, le sud global monte en puissance à tous les niveaux, tandis que l'hégémonie occidentale, quant à elle, connaît un déclin. Les BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, complétés par 5 autres pays aujourd'hui, ont une mission, à savoir la création d'un nouvel ordre mondial multipolaire dont la souveraineté des États est l'élément de base. L'Alliance des BRICS, dont je suis le vice-président en charge des projets stratégiques, est le relais, il faut bien le souligner, entre les BRICS et les pays non membres des BRICS. Ma mission en tant que vice-président de l'Alliance internationale des BRICS est d'assurer la promotion des BRICS auprès des pays africains afin que plusieurs d'entre eux y adhèrent. Ainsi donc, les BRICS, comme vous le voyez, placent au cœur de leur politique la bataille pour la souveraineté des États et la coopération gagnant-gagnant dans un monde multipolaire. Mesdames et messieurs, le monde nous regarde. Le monde bouge. Le monde change. Tout à fait. Cette turbulence géostratégique. Jo, toi tu parles gros français, hein? L'État. Faut avancer. Au Parti communiste français. En 1983, l'homicide, Bon, il est encore dans ça. contre calomnie, permettait ainsi de mesurer la maturité démocratique et intellectuelle du peuple de Côte d'Ivoire. Fondée sur la loi du droit à la différence et la loi du débat démocratique, dans le respect mutuel, les lois démocratiques permettent de passer de la foi à l'émotion, puis à la raison et à la connaissance scientifique fondée sur la preuve. En fait, d'abord même, j'ai un problème avec la coloration et la nature du discours. Franchement, j'ai un problème avec ça. Tu dis tu veux être président de la République de Côte d'Ivoire, tu veux être candidat. Je pensais que tu allais venir parler des réalités du peuple,
Bon, je pensais que tu allais venir parler de ce que les gens vivent, qui t'a poussé à abandonner la hiérarchie de ton parti. Et puis bon, depuis, tu es en pleine philosophie. C'est incroyable quand même, quoi. Il faut que nos hommes politiques apprennent que le pouvoir d'État, c'est pour le peuple. C'est pour servir le peuple. Quand tu marches, partout où tu marches, chaque fois que tu lèves la tête ou chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour parler des réalités du peuple. Mais tiens, en philosophie, doyen. Moi, tu es un doyen que j'aime bien. Philosophie, là, on peut faire, hein. On peut faire. C'est pas parce qu'on a peur. On peut faire philosophie, là. Mais tu es venu annoncer candidat, tu parles du peuple. Bon. C'est pour ça que Babou est fort, là. Parce que... Bon, vas-y. Cette dernière, à savoir la connaissance scientifique fondée sur la preuve, n'est malheureusement pas à la portée de la majorité. La calomnie étant l'apanage de ceux qui sont dépourvus de maturité démocratique, nous les laisserons au jardin de la démocratie. Le PPACI issu du Front populaire ivoirien a été créé en rassemblant en un bloc divers courants de pensée issus de la grande famille de la gauche, à savoir les libéraux de gauche, les sociaux-démocrates, les socialistes et les communistes, avec comme point commun la lutte pour la souveraineté et la conquête des droits socio-économiques. La vacance idéologique de ces 30 dernières années, après le découlement du mur de Berlin et les crises successives en Côte d'Ivoire, ont certainement eu raison des valeurs idéologiques et ont permis le passage progressif de l'idéologie à l'idéologie. Mesdames et messieurs, non, frère. Le PPACI, sorti du FPI, je crois pas ça arriver à l'idolâtrie. En fait, je comprends pas. C'est quoi l'idolâtrie? En fait, faut pas utiliser des termes et puis ne pas les expliquer. Si tu dis qu'il y a l'idolâtrie aujourd'hui, il faut parler de cette idolâtrie parce que moi, ça m'intéresse. Tu vois, non? Quand on essaie de lever le niveau comme ça, là, il faut faire dans l'explication. L'explication. Parce que ce discours que tu es en train de tenir, là, les gens qui sont au village, nos vieux, nos parents, là, qui ne sont pas allés loin à l'école, là, ils ne comprennent pas ce que tu as dit. Quand tu dis les choses, il faut progressivement expliquer pour qu'on comprenne. Tu as dit idolâtrie. Moi, en tout cas, c'est idolâtrie, j'ai compris dans tout ton gros français, là. Bon, je vais écouter encore. C'était quoi la phrase? Les socialistes et les communistes, avec comme point commun la lutte pour la souveraineté et la conquête des droits socio-économiques. Il faut commencer sur le PPACI. Tu as dit que le PPACI... La vacance divers courants de pensée issus et à la connaissance scientifique fondée sur la preuve. Le PPACI, c'est ça, non? Cette dernière, à savoir la connaissance scientifique fondée sur la preuve, n'est malheureusement pas à la portée de la majorité. La calomnie étant l'apanage de ceux qui sont dépourvus de maturité démocratique, nous les laisserons au jardin de la démocratie. De la démocratie, d'accord. Le PPACI issu du Front populaire ivoirien a été créé en rassemblant en un bloc tous les éléments divers courants de pensée issus de la grande famille de la gauche, à savoir les libéraux de gauche, les sociaux-démocrates, les socialistes et les communistes, avec comme point commun la lutte pour la souveraineté et la conquête des droits sociaux. Ok. La vacance idéologique de ces 30 dernières années. Bon, d'abord la vacance idéologique, j'ai un problème avec ça. Parce que je ne sais pas pourquoi tu parles de vacances idéologiques. Alors, vous étiez là, non? Ces 30 dernières années dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu dis qu'il y a une sorte de vacances idéologiques, bon,
Bon, comme c'est pas expliqué, on dit des choses, mais on passe dessus, donc je comprends pas trop. Mais allons-y. La vacance idéologique. L'écroulement du mur de Berlin et les crises successives en Côte d'Ivoire ont certainement eu raison des valeurs idéologiques et ont permis le passage progressif de l'idéologie à l'idolâtrie. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de me définir idéologiquement pour donner la possibilité à ceux qui veulent me juger d'avoir une référence idéologique. Je suis un démocrate, socialiste et souverainiste et panafricaniste issu du courant communiste. Le débat entre les divers courants de pensée ont tracé la marche du PPACI. Les propositions venant des différents responsables du parti font l'objet de débats internes, faits de thèses, d'antithèses et de synthèses. La synthèse fait l'objet de résolutions ou de communiqués publics. C'est ce processus que nous avons entamé avant la convention de mai 2024 du PPACI. Et c'est ce même processus qui se poursuit aujourd'hui à l'issue de la publication de la liste électorale définitive qui exclut notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Dans la droite ligne de notre vision. Frère, le président Laurent Gbagbo, son affaire là, il y a thèse, il y a antithèse et puis il y a synthèse aussi. C'est vrai qu'au sein du parti, au sein du PPACI, il y a des courants d'idées. Donc, on aboutit à une thèse, une antithèse et une synthèse. Je suis d'accord, doyen, avec tout le respect. Mais, sur la question de l'exclusion du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, là aussi, il y a thèse, il y a antithèse et il y a synthèse. Et c'est pourquoi nous réfléchissons à des solutions. Donc, si toi, ta solution, tu vas en parler tout à l'heure, je ne vais pas voilà, te couper l'herbe sous les pieds, mais si tu vas parler de ta... Mais ce que tu dois savoir, c'est que nous, par exemple, nous estimons que le président a été exclu de la façon la plus lâche. Le président a été bombardé en 2011 de la façon la plus lâche. Vous vous êtes retrouvé en exil en 2011 de la façon la plus lâche. Je veux dire, ceux qui vous ont envoyé en exil l'ont fait lâchement. Le président a été déporté à La Haye de la façon la plus lâche. Aujourd'hui, il est rentré, il a été condamné de façon lâche. Et on l'a exclu de façon lâche. Et quand les gens font ça, il faut faire quelque chose. Imagine que tout le monde prenne ta posture. Imagine un seul instant que tout le monde dise, ok, comme le président il a été écarté, donc nous, on va tous aller ailleurs. Mais le président reste seul. Il reste seul, abandonné. Alors que il est sujet d'injustice. Il est victime d'injustice. Et il reste seul. Mais Awadon Melo, le jour où tu es victime d'injustice et qu'aucun Ivoirien ne te soutient, comment tu vas te sentir? Puisqu'il y aura toujours des Ivoiriens qui vont dire, oui, ah non, Awadon Melo, lui, il est victime d'injustice. Donc, moi, je suis là, je ne suis pas victime d'injustice. Moi, vous pouvez me suivre. Mais en ce moment-là, tous ceux qui sont victimes d'injustice vont se retrouver toujours seuls. Ils vont se retrouver toujours seuls. S'il y a une injustice, toi qui dis que tu as fait le combat communiste, toi qui dis que tu viens de l'école communiste, jamais dans l'école communiste on a dit ça, jamais de la vie. Jamais, je te mets au défi doyen. Je sais que vous êtes plus force, vous êtes nos doyens, vous êtes plus d'expérience. Mais tu prends Mao. Mao n'a jamais dit ça. Que quand un camarade est en difficulté, il faut l'abandonner. Jamais de la vie. Trotsky n'a jamais dit ça. Lénine n'a jamais dit ça.
Karl Marx, lui-même n'a jamais dit ça. Tous les géants du communisme n'ont jamais prôné ça dans aucun pays. Donc, ce que tu es en train d'expliquer ici avec des thèmes extrêmement académiques, idéologiques, etc., je veux que tu nous expliques la logique. Le président Laurent Gbagbo est victime d'une injustice grotesque. Quand il était à La Haye, quand vous étiez en exil, c'est parce que vous étiez victime d'injustice que nous, on s'est battus. Parce qu'on a pris des risques pour vous. Parce qu'on dit nos frères sont en exil. Nos frères sont en danger. Nos frères sont en difficulté. Mais tu sais ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu dire, les gars sont en exil. Nous, on est là, on est en liberté. Mais amusons-nous à Ouattara. On aurait pu faire ça. Frère, quand vous étiez en exil, tout a été boycotté derrière vous. Les élections législatives, participation à la CEI, élections présidentielles. Nous avons tout boycotté. Tu sais pourquoi? Parce que vous étiez en difficulté. Quand on a vu que les gens commençaient à sortir un peu, sortir des prisons, revenir d'exil, on a commencé à participer petit à petit aux jeux politiques en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que quelqu'un qui est en difficulté, on ne l'abandonne jamais. Qui vient en juger pour dire non, la liste définitive est sortie, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, donc. Ah bon? Ah bon? Non, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, donc. D'accord. Mais le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Hein? Le malheur, aujourd'hui c'est Gbagbo Laurent. Mais le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Dieu merci, tu es jeune, tu as dit ton âge. Mais on est là. Et Allah, ceux-là, ils s'amusent avec Dieu. Écoutons. De l'alternance par les urnes, j'ai donc proposé à une note au camarade Laurent Gbagbo, une nouvelle thèse qui nous permet de poursuivre la lutte démocratique en combinant celle-ci avec des candidatures de préposition qui permettraient d'éviter la politique de la chaise vide et enlèverait toute chance à l'alternance. Ce qui serait une assurance pour... Non. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec cette réflexion. J'ai un problème avec la logique de ça là. J'ai un problème avec ça, doyen. On doit éviter la politique de la chaise vide. On doit éviter... Je sais pas, qu'est-ce qu'il raconte? Attends, pardon. Faut pas... Faut bien dire. Qui exclut notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Dans la droite ligne de notre vision démocratique de l'alternance par les urnes, j'ai donc proposé à une note au camarade Laurent Gbagbo une nouvelle thèse qui nous permet de poursuivre la lutte démocratique en combinant celle-ci avec des candidatures de précaution qui permettrait d'éviter la politique de la chaise vide et enlèverait toute chance à l'alternance. Ce qui serait une assurance pour risque pour le régime en place. Ok. Ce qui enlèverait toute chance à l'alternance. Donc, tu penses que tu as une chance à l'alternance. Pour pouvoir être une chance à l'alternance, il faut être représentatif en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir être une chance à l'alternance, il faut être connu. Toi-même, quand tu as commencé ton propos, tu dis, je ne suis pas connu, il y a des gens qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. C'est maintenant, à quelques mois des élections, tu viens te présenter aux Ivoiriens. Pour être une chance à l'alternance, il faut avoir au moins gagné des députations, des mairies. Pour être une chance à l'alternance, je sais pas moi. Moi, je ne peux pas venir comme ça.
je viens de l'Australie, je rentre dans le parti, et puis je fais 2, 3 trucs, je suis une chance à l'alternance. Mais les gens vont dire, frère, il faut t'asseoir, il y a des gens qui sont là d'abord. Voilà. Donc, le principe selon lequel tu as une chance à l'alternance là, je ne sais pas comment tu vois ça. Comment tu sais ça? Comment tu sais que tu as une chance à l'alternance? Est-ce que tu vas faire élection et puis tu ramènes 3%? C'est ça la chance à l'alternance là? Parce que la chance à l'alternance là, KKB a fait ça. KKB a eu, je crois lui-même, il a eu 9%. Non, ça c'est Afi. Afi a fait ça. Il a eu 9%. KKB a fait ça. Il a eu 3%. Non, toi tu vas venir faire ça. Tu vas avoir combien de pourcents? Non, ne faites pas ça. Doyen. Doyen. Avec tout le respect, doyen. Ne faites pas ça. Ne faites pas, n'allez pas faire des candidatures pour ramener 3%, 4%. Et dire que on l'a fait pour la chance, pour donner de la chance à l'alternance. Non. La chance à l'alternance actuellement en Côte d'Ivoire, là, c'est Laurent Gbagbo. En tout cas, en ce qui concerne le PPACI. C'est Laurent Gbagbo. Lui au moins, il peut se vanter de s'être présenté aux élections présidentielles contre Houphouët-Boigny. Il peut se vanter d'être le père de la démocratie. Il peut se vanter d'avoir gagné des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il peut se vanter d'avoir gagné des députations. Il peut se vanter d'être suivi par des millions d'Ivoiriens et d'Africains. Donc lui, il peut dire chance à l'alternance. Mais frère, tu comptes sur quoi pour dire que toi, tu as une chance à l'alternance? Cher ami, tu comptes sur quoi? Faut pas faire ça. Tu vois pourquoi je me suis retiré doucement, doucement de politique, non? Et puis, parce que ça me fait mal au cœur. Faut pas faire ça. Ton ami, ton frère, ton grand frère, ton camarade, il est en difficulté. On le retire de la liste électorale et toi, c'est la conclusion que toi tu tires. Ah bon? Politique, ça fait mal, hein? Ça fait mal au cœur. Non, c'est-à-dire que si moi je subis un tort demain, les gens vont dire, bon, comme je subis ce tort-là, ok, moi je vais le remplacer. Frère, il ne faut pas remplacer Gbagbo. Tu ne seras pas un héros en remplaçant Gbagbo. Tu seras un héros si tu participes au combat. Le combat pour la délivrance, le combat pour la libération, le combat pour la restauration. Tu seras un héros. Mais combat pour remplacer, combat pour alterner, tu ne seras pas héros. Tu n'en as pas la carrure. C'est tout. Je suis obligé de te parler franchement, je suis cyberactiviste. C'est le moindre que je puisse faire. Te parler franchement. Tu n'as pas la carrure, doyen, pour alterner. Et puis je suis ouvert au dialogue. Je suis ouvert à la discussion. Tu peux pas. Tu pouvais peut-être. Tu pouvais peut-être éventuellement. Frère, à l'ancien FPI là, après Gbagbo, celui qui était le plus connu c'était Mamadou Koulibaly. Il fait pas, il peut pas. Afi N'Guessan, il allait se frotter, il n'a pas pu. Tu vas aller te frotter, tu vas pas pouvoir, tu vas ramener un pourcentage ridicule. Ridicule, frère, faut pas faire ça. Moi, je te donne un conseil, je suis un petit frère de loin. Moi, quand je suis allé à Accra, je suis allé essayer de te rencontrer. Je suis allé là, dans le restaurant de l'autre là. Je suis allé, je t'ai vu là, j'ai dit, doyen,
on va faire interview. Tu es le seul qui a refusé d'être interviewé. Tu es le seul qui n'a pas accepté mon interview. Mais malgré ça, ça n'a pas tari l'amour que j'ai pour toi. Doyen. Moi, je respecte les penseurs de ce pays. Sinon, Damana Picasso a accepté que je l'interviewe. Qui encore? Le doyen Émile Guirielou a accepté que je fasse l'interview. Les filles du président ont accepté que je fasse l'interview. Tu es le seul qui a dit non. Mais c'est pas grave. Moi, je me fâche pas. Tu es un doyen que j'aime bien. Mais ce que tu es en train de dire, je pense que tu te trompes. Je pense pour l'instant que tu te trompes. Tu ne peux pas faire l'alternance actuellement, dans un moment où on a besoin de dire à Ouattara, tu ne peux pas te permettre de faire 4 candidatures et d'écarter les candidatures des autres. Et le PDCI est dans cette posture. Ouattara ne peut pas se permettre dans ce pays, parce que le pays n'appartient pas au RDA. Un individu ne peut pas se permettre d'écarter toutes les candidatures et puis lui, il impose sa 4e candidature. Non, c'est dans ce combat-là, c'est dans cette intelligence-là que nous sommes. Et toi, tu viens, tu dis non, je vais me permettre d'offrir une chance à l'alternance. Tu n'es pas en train d'offrir une chance à l'alternance, tu es en train d'offrir une chance à Ouattara. Tu peux battre Ouattara. Faut nous dire. Faut saisir l'occasion ici, devant ton peuple, pour dire que je peux battre Ouattara. Moi, c'est des choses que quand j'entends ça, ça me fait frémir. Tu vois, ça me fait doucement frémir. C'est ce que je veux. Je veux que tu me donnes des papillons. Je veux que tu me fasses frémir. Frère, si tu peux battre Ouattara, dis-nous. Ça n'a pas été souligné. Ou bien il a dit ça dans le... Bon, vous qui avez regardé là, dites-moi, moi je n'ai pas regardé. Hein, Zara, toi tu as regardé. Donc faut me dire, ou bien il a dit ça, qu'il va battre Ouattara. Un candidat aujourd'hui, quand tu entends les gars du PPACI parler là, tu vois, on a un frère, il s'appelle Steve Biko. Quand il a parlé devant Ali Diarasuba, il dit les gens disent qu'on a fait un plan B. Mettez le nom du président Laurent Gbagbo, on va vérifier quelque chose. Tu vois, quand il parle comme ça là, ça fait peur. Ça fait peur. Donc j'espère que dans ton discours là, tu vas dire que toi, Ouattara va trembler devant toi. Avec Gbagbo Laurent là, lui il dit, les gens ils me connaissent, ils savent que je m'appelle Laurent Gbagbo. Ils savent de quoi je suis capable. C'est comme ça, c'est de ça que tout le monde a besoin actuellement. Un homme qui fait peur. Est-ce que tu fais peur? Voilà ma question. C'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Vas-y. Cette thèse a malheureusement fuité dans la presse en violation du principe de la démocratie interne. Cependant, malgré les agitations médiatiques, le débat interne se poursuit et nous arriverons bientôt à une conclusion. Et permettez-moi de ne pas en dire plus. Avec l'annonce de la candidature de M. Alassane Ouattara, nous voyons poindre à l'horizon le prolongement du parti État. L'humiliation de nos leaders politiques, à savoir Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Blé Goudé, Akossi Benjo et Soro Diom. Et la dépossession économique, sociale et foncière des citoyens ivoiriens qui s'appauvrissent au profit du monde hégémonique qui survit grâce aux richesses pompées ici et ailleurs dans le sud global. Il y a donc urgence
et face à l'urgence, une responsabilité à prendre. Mesdames et messieurs, en complément d'une légitime colère qui entraîne des manifestations démocratiques et afin d'éviter la politique de la chaise vide, je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle. Mais où sont tes militants? Où sont tes militants, ouais? Tu déclares ta candidature à l'élection présidentielle, d'accord? Il n'y a pas de problème, c'est très beau, c'est joli à entendre. Mais où sont tes bases? Vraiment, j'essaie de calculer. Maintenant, si tu vas aux élections présidentielles et que tu les perds, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a réfléchi à ça un peu? Tu veux pas faire la politique de la chaise vide, d'accord? Tu vas à l'élection présidentielle. Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, lui il est dans son coin. Maintenant toi tu représentes le PPACI. Supposons que tu perdes les élections. Maintenant la suite c'est quoi? Tu as rétabli quoi? Tu as rétabli quoi? En tout cas, tu n'as pas rétabli le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous, notre objectif, c'est que si on participe, ça veut dire qu'on est sur la liste électorale. Notre objectif, c'est déjà de le rétablir dans ses droits. C'est primordial. On ne peut pas laisser Gbagbo là comme ça, sans droit, et puis il va subir Ouattara, il va subir le RDR. Non. Tu dis que tu es de la gauche, tu es communiste. Mais tu sais qu'on n'abandonne pas un camarade. Le camarade est en difficulté. On lui nie, on lui dénie tous ses droits. Et puis tu dis non, voilà, moi je suis venu tu vas faire quoi? Et le camarade, on fait comment? On règle son problème à quel moment? Quand tu vas devenir président. C'est quand tu vas devenir président à régler son problème. Bon d'accord, supposons que tu peux devenir président. Maintenant, qui te vote? Moi je ne vais pas te voter. En tout cas, pas en 2025. Peut-être je peux te voter en 2030 ou en 2040. Je peux voter pour Awa Melo. Mais je ne te vote pas cette année. Moi, je ne te vote pas. Mes camarades qui pensent comme moi, ils ne vont pas te voter. PPACI, là, tu viens diviser. Il y a une partie qui ne va pas te voter. Peut-être qu'il y a une partie qui va te voter. Mais c'est quel calcul, ça? Pourquoi on ne fait pas l'unité derrière Gbagbo? Si on a perdu, on a perdu. Mais au moins, on a fait l'unité derrière Gbagbo. Mais quand toi, tu viens là, tu viens faire une fissure. Supposons même que tu prennes 50% du PPACI. Je te l'accorde. Prends 50% du PPACI. Et puis Gbagbo prend 50%. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Si toi, tu es venu prendre 50%, tu n'as rien fait, le frère. Au contraire, tu as ralenti notre combat. Notre combat, c'est tous groupés derrière Gbagbo. Les 100% là, on est derrière Gbagbo et puis on peut obtenir quelque chose. Cher ami, je ne comprends pas. Pourtant, tu es docteur, tu es diplômé, tu es excellent, tu es bon, mais pourquoi? Pourquoi ça me fait mal? Ça me fait mal. Zara, j'ai vu ta demande. Hein. Je vais prendre ça tout à l'heure. Je vais finir son truc là. Et puis je te prends comme ça, on pourra analyser tranquillement. Et panafricanisme du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, dans le cadre de la candidature de préposition, à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à sa diaspora, avec pour objectif de ne point manquer le train des changements profonds menés par les BRICS et pour réaliser un destin commun avec l'AES, la CEDEAO et le continent africain dans le cadre de la Mesdames et messieurs,
Je vous assure que ma fidélité à la lutte pour la souveraineté de l'Afrique ne souffre d'aucun doute. Mais la souveraineté, mais et la faim des Ivoiriens, et les Ivoiriens injustement incarcérés, et les Ivoiriens qui veulent manger, qui veulent avoir un boulot, qui veulent se soigner, même pas un mot sur la santé, même pas un mot sur les réalités existentielles des Ivoiriens. Mais c'est un discours... C'est un discours d'idéologie. Hein? Donc, la prochaine fois que tu fais une sortie, d'abord, il faut réduire le niveau pour la moyenne des Ivoiriens. Parce que tu veux être président de la République, donc tu t'adresses à des millions de personnes. Il faut parler de leur réalité. Sinon, ils ne vont pas te suivre. Il faut parler de leur réalité. Sinon, là, ce que tu fais là, ça c'est des discours d'amphithéâtre. Et d'aucune trahison de mes convictions les plus profondes, fondées depuis mon entrée en politique. Ma longue trajectoire de militant des années 80 est restée fidèle à cet idéal, même quand presque toute la gauche africaine avait mordu à la maison de l'hégémonie occidentale. Non. Moi, je ne peux pas écouter ces discours-là. Si tu parles de moi, c'est quoi? C'est un discours qui fait mal au cœur, doyen. Ta candidature, d'accord, mais ton parcours, ton idéologie, ta conviction, ta ceci, ta cela. Le peuple que tu veux diriger là, c'est à quel moment tu as parlé de ce peuple-là? Alors, les gars, vous voyez les politiciens qu'on a en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment c'est grave. C'est grave. Moi, Iva Hippo, je vais aller en Côte d'Ivoire, dire que je veux être candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, sans toutefois toucher à des éléments tels que l'éducation des Ivoiriens, la santé des Ivoiriens. C'est-à-dire que le B.A.B.A, je ne vais pas toucher à ça. Je vais juste parler d'idéologie. Je suis communiste. Je viens de l'école des... Mais attends. Les gens vont dire, oui, c'est bien, c'est bien beau. C'est bien beau. Mais c'est pas ce qu'on mange. Trêve de bavardage. Je vais prendre quelqu'un. Quelqu'un qui peut, lui aussi, il est philosophe. Donc, il pourra faire de la philosophie avec Don Melo. Non, on va pas arriver jusqu'à là. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Déjà, il a tellement élevé le niveau du débat. Ouais. Beaucoup de personnes ont écouté sans comprendre. Donc, il faut peut-être essayer de réduire la compréhension, enfin de réduire le niveau pour que les gens qui ont le niveau moyen puissent comprendre. Après, ce que les gens ont compris dans l'ensemble, c'est que Awa Don Melo est candidat. D'accord, candidat. C'est une très bonne chose. De toute façon, ça montre que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de compétences en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes se sentent capables de pouvoir apporter quelque chose à leur pays. Et ça, c'est une très bonne chose. Moi, je voudrais véritablement souhaiter bonne chance à Awa Don Melo. Je lui souhaite une très bonne chance parce que j'ai appartenu à un petit mouvement, à un petit groupe de réflexion qui soutenait Awa Don Melo. Et il me semble que je fais partie des premières personnes sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook à avoir fait une publication demandant que Awa Don Melo soit le candidat du
du parti, mais ça, c'est il y a 1 an et demi. Et je pense qu'au moment où je le disais, cette proposition-là avait son importance et avait son utilité, ça avait du sens. Aujourd'hui, à moins de 3 mois de la présidentielle, se positionner comme candidat, alors qu'il y a des enjeux très importants. Alors, hier, j'ai fait une publication dans laquelle je disais, mais à quoi sert de partir à une élection présidentielle dans les conditions actuelles? Les gens ont compris simplement à quoi sert d'aller à une élection présidentielle et ils n'ont pas pris l'autre parti dans les conditions actuelles. Alors, moi, ce que je dis, ce n'est pas de ne pas aller à une élection présidentielle. On va y aller parce que il faut que Ouattara parte, il faut qu'il quitte le pouvoir. Et comme nous, au PPACI, nous avons décidé de faire une alternance démocratique, donc on ne peut pas utiliser d'autres moyens que le vote. Donc, il faut le faire. Mais ce que je dis, pour que l'alternance soit véritablement démocratique, il faut que ça réponde à tous les critères de la démocratie. Et les critères de la démocratie, c'est quoi? C'est quoi la démocratie? Au-delà de la signification, au-delà de la définition de gouvernement du peuple par le peuple, tout ça là, la démocratie, c'est quoi? Ça a 2 piliers, 2 mamelles très importantes. C'est la souveraineté populaire et puis l'état de droit. Souveraineté populaire et état de droit. Alors, je vais simplement prendre la souveraineté populaire. C'est quoi? La souveraineté populaire, c'est la capacité que le peuple a à pouvoir non seulement s'exprimer, mais s'exprimer non seulement comme ça dans la parole, dans les écritures, tout, mais à aussi exprimer sa volonté par le vote. Cela suppose que le vote, il est transparent. Donc, si tu veux te battre pour une question démocratique, si on veut véritablement avoir une élection démocratique, il faut qu'on se batte pour que les conditions d'une élection démocratique soient réunies. Et les conditions d'une élection démocratique, c'est non seulement comment l'élection va se passer, qui va participer à l'élection en tant qu'électeur, mais qui participe à l'élection en tant que candidat. Et c'est là tout le problème. Mais toutes ces questions-là sont bafouées par le régime de RHDP. Et on le sait très bien. Dans ces conditions-là, tu vas à une élection présidentielle face à Alassane Ouattara, qui vient de déclarer sa candidature. Mais j'ai dit et je le répète, si Jésus-Christ de Nazareth est candidat et qu'il propose comme vice-président le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam et qu'il propose comme directeur de campagne Bouddha et que le Saint-Esprit va être le chef d'orchestre de tout ça là, face à Alassane Ouattara bat Jésus-Christ de Nazareth à plate couture, dans les conditions actuelles. C'est pourquoi nous devons nous battre. Ce qui doit être la préoccupation des uns et des autres, ce n'est pas aller à l'élection, mais c'est aller à une bonne élection. Donc, créer les conditions de la qualité de ces élections-là. Ce qui revient à dire que se battre pour que les 5 conditions que nous avons posées soient remplies. Mais sinon, ce qu'Awadon Melo fait là, ce qu'il est en train de dire là, il pose des questions idéologiques. Mais qui comprend les questions idéologiques? En même temps, à sa décharge, et je pense qu'il tient aussi à s'associer à la CAP, qui mène les combats dont tu veux parler là. Ce sont les chantiers de la CAP. Je viens à ça. Il pose une question idéologique, il pose des questions idéologiques parce qu'il est resté longtemps. Quand vous voyez, quand il fait sa présentation, il se présente, il donne son curriculum vitae politique, dans son curriculum vitae universitaire. C'est bien beau, on aime bien, mais il montre qu'il est communiste, il le dit. C'est pas qu'il le montre, il le dit, qu'il est communiste. Et il estime que ce communisme-là a été dilué au sein de nos partis de gauche. Mais quand il dit notamment au niveau du PPACI, c'est ce qu'il veut dire, mais il ne le dit pas clairement. D'accord? Et il estime que, et même il dit que après la chute du mur de Berlin, il y a eu une certaine hégémonie des systèmes politiques des capitalistes qui ont influencé véritablement tous les mouvements en Afrique.
Ce qui revient à dire que nous avons perdu l'orthodoxie de gauche. Or, c'est quoi l'orthodoxie de gauche? Excusez-moi, je ne vais pas faire comme ce que je me reproche tout à l'heure parce que j'ai dit qu'il utilisait les grands mots, tout ça, mais je vais expliquer. Qu'est-ce qu'on appelle l'orthodoxie de gauche? Il y a deux manières dans l'orthodoxie de gauche. La lutte contre l'injustice et puis la solidarité. Un homme de gauche qui n'est pas capable de lutter contre une injustice, il n'est pas de gauche. Et puis quand on parle de gauche, il y a, comment on appelle ça? Il y a des positionnements dans la gauche. Dans la gauche, il y a des courants de pensée dans la gauche. Or, lui, il est communiste. Oui, il est extrême. Le communisme, c'est l'extrême gauche. Lui, au-delà même du communisme, dans le communisme même, là, il y a des subdivisions. Lui, il est maoïste. Vous l'avez vu comment il était habillé. Il est maoïste, oui. Il est maoïste. Mais les maoïstes, là, mais ce sont des anarcho-gauchistes. Comment lui... Oui, c'est ça. Comment lui... Bah oui, Mao, mais comment lui... Mao, c'est pas limitons-nous à chose comme on appelle ça, au communisme dans son aspect. Mais comment lui est communiste? Il ne comprend pas la nécessité de se battre pour obtenir des conditions d'une élection juste. Comment il ne peut pas comprendre que, alors qu'il y a une injustice qui a été faite à celui qu'il appelle son mentor, le président Laurent Gbagbo, parce qu'il dit qu'il est pro-Gbagbo. Pourquoi il ne peut pas comprendre que la nécessité, c'est de se battre pour que les noms des présidents Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Tidiane Thiam, Akossi Benjo, et puis autres, soient... Mais il dit que c'est pas son combat, là. Il dit c'est ça son combat. Il dit il y a eu plusieurs versions. Il y a eu cette version-là qui estime que le président doit être candidat parce que, bon, pour mener le combat. Maintenant, il y a lui sa version du combat. C'est-à-dire ne pas faire la politique de la chaise vide. C'est-à-dire aller à l'élection présidentielle avec un autre candidat. Voilà son combat. Mais la politique, la chaise vide, là, ce n'est l'horizon de personne. Le PPACI n'a jamais dit qu'il va faire une politique de chaise vide. Nulle part dans les récits du PPACI, on a dit qu'on fera une politique de chaise vide. En fait, ils font une anticipation, ils vont dans l'absurde, ils font des analyses dans l'absurde. Oui, on ne veut pas de politique de chaise vide. Le président Laurent Gbagbo a été celui-là même qui a affirmé de façon claire que le fait d'avoir fait une politique de chaise vide pendant les précédentes élections, ça a été une erreur. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Donc, il ne peut pas dire qu'il y a une erreur et puis venir lui-même commettre la même erreur qu'il a dénoncée. Mais si on ne se bat pas, comment on peut savoir qu'on peut faire bouger les lignes? C'est dans la gauche qu'on dit, il y a une maxime de la gauche qui dit, si on se bat, on peut perdre. Mais si on ne se bat pas, on a déjà tout perdu. Tout à fait. C'est une maxime de la gauche. Donc, un homme de gauche ne peut pas dire que non, on va se battre, mais on a déjà tout perdu, donc il faut trouver un plan B. Mais si tu présentes à ton adversaire que tu as un plan B, mais lui va choisir le plan B, il va se dire, mais comme tu as le plan B, moi, le plan A, là, il ne me plaisait pas, donc je prends le plan B en même temps. C'est ça le problème avec le grand frère Awadon Bello, que j'apprécie beaucoup, hein, que j'apprécie beaucoup. Moi, je suis un homme aujourd'hui, je suis un homme très, 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 très malheureux. Je suis très malheureux. Qu'il pose le problème sur le plan idéologique. Il parle de l'union de gauche. Mais l'union de gauche, c'est une très bonne idée. Et moi, je suis de ceux qui ont pensé. Mais quand il fait un rapprochement entre l'idée de l'union de gauche et puis le Front républicain, parce que ce n'est pas fortuit quand il le dit. Ce n'est pas fortuit quand il le dit. Le Front républicain, quand il parle de Front républicain, c'est parce que le RDR était un parti libéral ou bien est un parti libéral. Un parti de gauche qui s'est mis avec un parti libéral, il estime que ce n'était pas une bonne chose, c'était une alliance contre nature. Ce qu'il veut dire aujourd'hui,
que le fait que le PPACI, qui est prétendument, parce que c'est ce qu'il veut faire croire, qui est prétendument de gauche, se mette avec le PDCI RDA, c'est contre nature. Il ne le dit pas, mais c'est ce qu'il pense. Donc, pour lui, l'alliance qui a le droit d'être, c'est une alliance de toutes les gauches. Mais on est d'accord avec. Et moi, je voulais rappeler à la mémoire de tous que en prison, le président Laurent Gbagbo avait donné mission au ministre Justin Koné-Katina de rassembler les deux franges du Front populaire ivoirien qui étaient en conflit autour de Sangaré Aboudraman, d'accord, il a dit autour de Sangaré Aboudraman, et à la suite de cela, il fallait faire un rassemblement de toute la gauche. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'avait dit. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'avait dit. Aujourd'hui, on peut me poser la question, de savoir pourquoi, quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il n'a pas fait l'union de la gauche. C'est une question que moi-même je pose. Je vais faire une réflexion. Parce que moi, j'ai un problème avec le principe des étiquettes. C'est-à-dire que, regarde un peu, si tu prends le combat du PDCI RDA en 1959, en 1960, c'était quel combat? C'était un combat de décolonisation, non? Oui. Mais ça, c'est un combat, c'est une coloration de gauche. N'est-ce pas? Hein? D'ailleurs, oui. C'est pourquoi... je vais te donner des éléments. Je vais ajouter des éléments. S'il te plaît. Laisse-moi finir. C'est-à-dire, c'est pourquoi, à cette époque, les communistes français et même les communistes de Côte d'Ivoire soutenaient Houphouët-Boigny. Mais pas. Donc, c'est vrai que le PDCI se réclame comme étant un parti de centre-droit, mais je veux dire, ils ont mené quand même un combat de gauche. Et il y a des partis qui, quand ils sont au pouvoir, sont de droite, et quand ils sont dans l'opposition, se retrouvent dans la gauche. Parce que le combat que le PDCI mène aujourd'hui, le combat contre les injustices, mais c'est un combat qui s'apparente au nôtre. Donc, moi, je pense que s'il m'était donné de faire des réflexions là-dessus, je pense que la gauche, c'est la nature du combat, pas la nature du parti. Parce qu'on a tendance à dire, oui, tu t'es allié à tel parti alors que c'est un parti de temps. Non, on s'allie à un combat, n'est-ce pas? Oui. On s'allie à un combat. Si on t'a emprisonné et qu'on m'a emprisonné, tu es de droite, je suis de gauche. Mais nous deux, on va mener le même combat pour que celui qui nous a emprisonnés là, qu'il tombe, pour que nous, on puisse sortir de prison. Si tu es en exil, que je suis en exil, on va se battre pour que celui qui nous a amenés en exil puisse aujourd'hui partir et que nous aussi, on soit libérés. Donc, ces étiquettes qu'on met comme ça sur des partis, mais il peut arriver que le PPACI soit dans une posture de droite. Il peut arriver. Hein, n'est-ce pas? Oui. Donc, alors, je ne suis pas trop d'accord avec les étiquettes. Je pense que ce qui prime, ce qui est important, c'est non seulement la mentalité gauchiste, c'est le combat de gauche, c'est l'idéologie. C'est pourquoi on parle d'idéologie. Mais les gens veulent accoler au parti. Voilà, c'est-à-dire que celui qui est foncièrement, c'est comme un gars du PDCI, si demain il se lève et puis il quitte le PDCI, il vient au PPACI, donc il est devenu un gars de gauche. Automatiquement. Parce qu'il est d'un parti de gauche, donc il est de gauche. Pas du tout. Yves, oui. Intellectuellement, même là, ce n'est pas recevable. L'argument de question idéologique sur ce plan-là, ce n'est pas recevable. Je donne un exemple, un seul exemple. Je donne un seul exemple. En 1939, lorsque la Deuxième Guerre mondiale commence,
et que la France est envahie par l'armée d'Hitler, et que le général Pétain, le maréchal Pétain, il prend le pouvoir. Donc le pouvoir de Vichy est en place en France. Qui sont ceux qui mènent la résistance en France? Qui sont ceux qui mènent la résistance? Il y avait les communistes, il y avait, comment on appelle ça là, les radicaux, il y avait les gaullistes. Les gaullistes, là, c'est la droite. Oui, bien sûr. Et même, je vais aller plus loin. Le leader de la gauche d'alors, qui s'appelait Léon Blum, était emprisonné à Buchenwald, en Allemagne. Il était emprisonné. Et le leader de la droite d'alors, il avait quitté la France, il était en exil en France, le général de Gaulle. Mais les deux personnes, il était en Angleterre, à Londres. Les deux personnes collaboraient par l'intermédiaire de quelqu'un qui voyait Léon Blum en prison, et il faisait le compte rendu au général de Gaulle. Et c'est la synergie de ces deux personnes, de ces deux grosses têtes de la France, qui a réussi à pouvoir donner une impulsion à la résistance française, et la victoire est arrivée au bout. Mais quand ils ont eu la victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Le général de Gaulle et Léon Blum se sont assis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? La transition qui va passer de la 3e à la 4e République, là, elle a été menée par Léon Blum. Le problème qui s'est posé par la suite, c'est que Léon Blum était pour un parlementarisme, alors que l'autre, le général de Gaulle, était pour une république dans laquelle le président de la République était un homme fort. Et sur ces questions-là, il y a eu divergence. Quand Léon Blum sera affaibli dans son propre parti. Il était emprisonné. Il allait en exil, Léon Blum. Qui ça? Blum, Léon Blum, il s'est exilé. Non, il ne s'est pas exilé. Quand il est revenu de la prison, il était allé en prison alors? Il a été mis en prison. Ah, ok. Il a été mis en prison. Il a fait 2 prisons en France. Il a fait 2 prisons en France. Ensuite, ils l'ont envoyé à Buchenwald en Allemagne. C'est là-bas qu'il était quand les Russes sont rentrés à Berlin, et ils ont fait défaire l'Allemagne, et eux, ils ont été conduits en Italie. C'est en Italie que les Américains sont allés le récupérer pour le ramener en France. Donc quand il arrive, et le général de Gaulle rentre aussi en France, mais les deux discutent pour l'avenir de la France. Et comme je le disais tantôt, lui, il fait la transition. Léon Blum fait la transition pour passer de la 3e à la 4e République. Et ensuite, il va y avoir une divergence entre les deux, et Léon Blum, il va être affaibli au sein de son parti. Quand il va perdre une élection au sein de son parti, lui, il va aller se reposer en Josias, en banlieue française, parisienne, où il va décéder en 1950 auprès de sa jeune femme, Jeanne de 30 ans, sa cadette. Donc, tout ça pour dire que il y a des moments de la lutte où les questions idéologiques ne sont pas les plus importantes. Il y a des combats qu'on met, il y a des alliances qui sont non idéologiques. Et l'alliance entre PDCI, RDA et le comment on appelle ça, le PPACI est une alliance non idéologique, comme elle l'était entre le RDA et le FPI. C'était des alliances non idéologiques. On ne peut pas se baser sur ça pour dire que non. Mais pourquoi alors dans la CAP, le PDCI, RDA y est? Pourquoi? Ouais. Mais il y a Simone aussi qui est de nature communiste. Simone, c'est une communiste. Mais elle est dans la CAP. Vous voyez-vous, donc, moi je dis que tout cela, ce sont des prétextes, ce sont des alibis. Ce sont des alibis. Je n'ai pas envie de pousser la réflexion jusqu'au loin en disant que Don Melo se conduit comme Brutus. Je n'ai pas envie de pousser la réflexion jusque-là. Il veut tuer son père, quoi. Ah oui, c'est ça. Parce que comment dire que le président Laurent Gbagbo a été la graine, qu'il a planté une graine. Mais là, tu accuses de Don Melo de parricide.
Bah, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Mais je suis au moins en droit de le penser. Je suis en droit de le penser, mais je ne le dis pas. Parce que comment tu peux dire que tu es candidat du PPACI, tu es candidat, que tu continues d'être au PPACI parce qu'il se présente comme vice-président du PPACI, d'accord? Donc, il est candidat et le président Laurent Gbagbo est candidat, c'est-à-dire qu'il dit qu'il continue de discuter avec le PPACI. Donc, vous êtes en train de discuter et toi, tu déclares que tu es candidat. Alors, vous discutez de quoi maintenant? C'est-à-dire que dans la discussion, il faut que absolument on aboutisse à l'acceptation de ta candidature. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion. Tu es candidat, tu es candidat. Maintenant, il faut avoir le courage de te positionner comme candidat indépendant ou bien voilà, mais tu fais ce que tu veux. Tu crées ton mouvement, la Renaissance dont il a parlé. Il peut ressusciter la Renaissance, il n'y a pas de souci. Mais tout ça là, ça fait des ordres. Tout ça, ça fait des ordres. Mais c'est le même problème qui s'est passé en 1919 et 1920 en France au congrès de Tours. C'est le même problème qui s'est passé. Mais c'est le même problème qui s'est passé. Et c'est ce qui a retardé l'arrivée de la gauche au pouvoir. La gauche a dû attendre 1936 pour arriver au pouvoir. C'est le même problème qui s'est passé. Des problèmes d'ego, des gens qui pensent qu'ils peuvent maintenant faire quelque chose. C'est le même problème. Oui, en 1920, au congrès de Tours, la question principale qui était posée, il fallait saluer absolument à l'Union soviétique qui venait de réussir sa révolution bolchevique et qu'il fallait que le prolétariat impose son dictat à la République. C'est la même chose. La dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat, c'est la même chose. Alors que nous autres qui sommes des sociodémocrates, nous faisons un savant mélange entre la théorie de Jean Jaurès, de Karl Marx, et puis on fait ce qu'on appelle une vision humaine, en fait, on fait du socialisme humain. Et c'est ça les sociodémocrates d'aujourd'hui, et c'est ce que le président Laurent Gbagbo représente. Alors, penser que le courant idéologique du président Laurent Gbagbo est beaucoup édulcoré et que ce n'est pas trop panafricaniste, ce n'est pas trop souverainiste, mais c'est faux. Mais c'est faux. En fait, je suis vraiment écœuré. Ouais, c'est pourquoi tu parles de vacances, quand tu as parlé de vacances idéologiques, ça m'a un peu froissé, parce que je pris ça un peu comme une insulte, parce que je dis, bon, en même temps, il a essayé d'expliquer à sa façon, mais je dis, quand il dit ces 30 dernières années, la vacance idéologique a fait que, voilà, on s'est retrouvé dans un certain nombre de situations. Je pense que voilà, je pense que tout ça, ce sont des... Tu sais, comme il est hautement intellectuel, souvent, c'est gauche-droite, là. Souvent, c'est gauche-droite, on ne peut pas bien percevoir. Mais... Tu sais pourquoi il le dit? Oui. Parce que la lutte pour la décolonisation a été impulsée par les communistes. Oui. Par les communistes. La lutte pour la décolonisation. Si les communistes n'étaient pas venus en Afrique, n'avaient pas parlé à certains intellectuels, il n'y aurait pas eu de décolonisation. Sinon, la décolonisation allait prendre du temps. Ce sont eux qui ont impulsé cela. Donc, à la base de la SAA, du RDA, justement, la société africaine, tout, le RDA, c'est eux qui ont impulsé ça. D'accord? Et donc, pour lui, mais est-ce que tu te souviens que dans les années 70, le combat qui était mené, le combat néocolonialisme qui était mené, c'était celui qu'on appelait un combat contre les Rouges. Les Rouges, c'était qui? Les Rouges, mais c'était les communistes. Oui, bon, en référence avec à Mao. Bah, oui, en référence à Mao. On les appelait les Rouges. Mais dans les années 70, c'était quel combat? Je ne vois pas, je ne vois pas dans quel sens tu dis ça. Alors, quand je le dis, parce que c'est dans l'Afrique post-colonisation, voilà, il y a eu de nombreuses vagues.
La première vague, elle a commencé avant, c'est elle qui prend le pouvoir. La première vague des intellectuels, c'était les Houphouët-Boigny au plan. Voilà. 58, 59, 60, 61, 60. Oui. Eux, ils prennent le pouvoir. C'est eux qui prennent le pouvoir après la session. Tu sais qu'eux-mêmes, ils prennent le pouvoir sans élection pratiquement. Donc, lorsqu'ils sont au pouvoir, mais entre-temps, à partir de 1950-55, il y a une deuxième vague d'intellectuels qui arrive en Europe, qui arrive en Occident, qui fait des études, tout ça. Et cette vague-là considère que les Houphouët-Boigny, la première vague-là, est une vague de traître. Que cette vague-là a trahi la lutte. Elle a trahi la lutte qui a été impulsée par les communistes. Donc, elle va chercher à les renverser. Elle va chercher à les renverser. Certains vont utiliser des méthodes démocratiques, vont venir parler, tout. On va les craindre, on va penser qu'ils sont soutenus par les rouges. Et vous allez voir, il va y avoir des complots qui vont être donc menés, qui vont être dits contre beaucoup de personnes. Certains vont être éliminés, tout ça. Et c'est ça, c'est pourquoi quand un gars comme Krabbe Nyabé, il arrive avec une idée de celui qui considère que les Houphouët-Boigny ont trahi la lutte, donc il faut les dégager. Et donc lui, il va être considéré comme quelqu'un qui est soutenu par les rouges. Mais Krabbe Nyabé, c'est 60. C'est 70. Oui, mais ça commence dans les années 60. Oui, mais l'épilogue, c'est 70. Oui, l'épilogue, c'est 70. Oui, mais bon. Et la crise, c'est en 70. Ça commence vers novembre 69 et 70, voilà. Ça se passe. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc, ceux-là, ils vont considérer que la première vague n'a pas été à la hauteur, a trahi les causes, a trahi les choses, voilà. Et puis a constitué une bourgeoisie comprador. Voilà. Une bourgeoisie locale. Donc, il faut les dégager pour que on vienne en apporte. Mais cette deuxième vague-là, elle a pratiquement échoué. C'est pourquoi les premiers sont restés là longtemps. Ceux qui ont réussi, on va voir le cas, par exemple, du Cameroun, avec certains pays d'Afrique équatoriale, où il y a eu une participation active de l'ancienne métropole qui va dégager les gens qui étaient là. Il y a eu aussi, par exemple, même au Niger, très tôt au Niger, il y a eu le premier coup d'État. Effectivement, le premier coup d'État en Afrique va se faire par la France, ça va avoir lieu au Niger. Ça va se faire en 1960, en 1959, en 58, pendant la période référendaire. C'est là que le premier coup va se faire parce que après le nord de la Guinée, le Niger était sur le point de voter pour le non. Et quand les gens ont vu les tendances, le leader, il a été dégommé. Et quelqu'un qui était favorable au oui a été mis et il y a eu cette élection. Même au Sénégal, le Sénégal était sur le point de voter pour le non. Donc tout ça pour dire que ces questions d'idéologie, ce sont des questions qui ont du sens pour les intellectuels comme les Awa Dombolo, ça a du sens pour des gens comme nous, par exemple, qui nous intéressons à ces choses-là, ça a du sens. Mais le peuple de Côte d'Ivoire que Awa Dombolo veut diriger là, ce peuple-là, mais en grande partie, à 80%, ce peuple-là ne comprend pas les questions idéologiques. Ce peuple-là comprend qu'il faut se mettre ensemble pour dégager Alassane Ouattara. C'est tout. Et c'est pourquoi une partie de ce peuple-là en veut peut-être au président Laurent Gbagbo de ne pas faire peut-être suffisamment pour que tout le monde se mette ensemble. Mais quand le président Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA décident de se mettre ensemble, mais une grande partie de ceux qui reprochaient au président Laurent Gbagbo son autarcie, cette partie-là, c'est dit, voilà, voici ce qu'on voulait que tu fasses. Donc, ce que Awa Dombolo dit, c'est vraiment, je crois que ça arrive dans un monde déjà trop vieux. Ce qu'il dit vient dans un monde déjà trop vieux. Pardon, parce que je suis pris par le temps, mais je veux qu'on aille directement, qu'on aille droit au but. D'après toi, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Bon, moi, j'ai une idée. Excusez-moi, ce que je vais dire, considérez que je n'ai pas dit. Mais j'ai une idée.
pour moi, les faits ne sont pas fortuits. Ce qui se passe, voilà. Et ce n'est pas, voilà. Il n'y a pas longtemps, le président guinéen était à Abidjan. Il a été reçu en grande pompe par Alassane Ouattara. Et à la suite de ça, hein, on a vu ce qui s'est passé au niveau du PPACI, voilà, les petits, et Awadon Milo, il était quand même le conseiller en stratégie économique, voilà, tout en investissement de l'ancien président guinéen. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Est-ce que le président Doumbouya n'est pas venu avec des éléments, voilà, ça, je mène la réflexion, elle n'est pas encore claire, mais je l'amène. Parce que Awadon Milo sait. Vous voyez, dans sa prise de parole, dans les premiers mots qu'il dit, je vais me présenter parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Donc, il est convaincu lui-même qu'il n'est pas connu. Bon, pour être président de la République, il faut au moins être connu. Lui-même, il est convaincu qu'il n'est pas connu. C'est une bourde. Sa langue a fourché. Sinon, en principe, il ne devrait pas dire ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle en français un lapsus révélateur. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, quand il dit qu'il sait qu'il n'est pas connu, donc, tu n'es pas connu, tu veux être président de la République. Franchement, ce n'est pas président du quartier, quoi. Donc, je pense que Mamadou Doumbouya, il est celui qui est derrière cette affaire. Je pense que Mamadou Doumbouya le tient par quelque chose. Okay. Je pense qu'il le tient par quelque chose. En tout cas, écoutez, chers amis, on est venu aujourd'hui pour faire c'est le début des réflexions, puisque l'affaire est quand même assez récente. Nous sommes venus pour faire quelques petites analyses. Moi, sa démarche, je ne la comprends pas. J'aimerais bien que ceux qui comprennent bien sa démarche puissent me contacter pour qu'ils puissent m'expliquer véritablement. Pour moi, les choses sont simples. Pour moi, les choses sont claires. C'est clair dans l'idée de la majorité du PPACI que c'est le président Laurent Gbagbo qui doit compétir cette année. C'est le président Laurent Gbagbo qui est notre fer de lance, c'est le symbole. Et c'est lui qui a subi des injustices, qui a en tout cas payé le plus lourd tribut, voilà, je pense, en ce qui me concerne. Donc, je pense que cette année, c'est la chance pour lui de renaître. Hein, comme le phénix, non? Comme le phénix, renaître de ses cendres. Donc, on doit lui donner cette chance. Pendant que d'autres parlent de chance d'alternance, nous, on parle de chance de renaissance. Donc, c'est l'alternance contre la renaissance. Il n'y a pas de problème. On peut en discuter. On peut voir ce que ça va donner au niveau des réflexions idéologiques. Merci en tout cas, Zara, de nous avoir fait balader dans l'histoire pour essayer d'expliquer un peu les questions. Je ne suis même pas rentré dans la Grèce antique, hein, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Tu rentres dans la Grèce antique, en tout cas, moi, c'est mon jardin. C'est mon jardin, j'aime bien. Je pouvais même dire que il est en train de se comporter. C'est ton dernier mot, hein, sinon je ne vais pas dormir, il est 1 h du matin maintenant. C'est ton dernier mot. Il est en train de se comporter comme Antigone. Pourquoi Antigone? Antigone, d'abord, écrit par qui? Parce qu'il y a plusieurs versions d'Antigone. Hein. Je crois qu'il y a... Ouais, ça, il y a plusieurs... De Sophocle. Ouais. Ok. Ouais, alors, voilà, Antigone, qui... Parce qu'il y a Jean aussi, hein, qui a écrit Antigone. Oui, mais moi, je prends pour Sophocle. Antigone, qui se suicide. Parce qu'il refuse de se faire tuer par son oncle qui prend le pouvoir. Donc, préfère se suicider. Donc, ça, c'est le suicide d'Antigone, ça. On peut faire un titre, le suicide d'Antigone. Ok. Non, c'est une belle réflexion, effectivement. Ça en a tout le monde. Mais est-ce qu'on a l'étape du suicide? On n'est pas encore à l'étape du suicide. Il a juste annoncé. On verra. Peut-être que c'est ton pronostic.
qui t'envoie Non, à je ne le comparer à pronostique pas. Antigone. D'ailleurs, mon pronostic, c'est de lui souhaiter beaucoup de chance, de lui souhaiter beaucoup de chance pour qu'il puisse devenir le futur président de la Côte d'Ivoire. Ça va être une très bonne chose. Mais ça nécessite encore beaucoup. Il y a beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à ce niveau-là. En tout cas, je remercie tous ceux qui étaient là. Et puis, ça a été un plaisir pour nous de participer à cette réflexion, à ce débriefing-là. Ouais. Et puis, voilà. On en fera plus de temps en temps. Je pense que au moins, même les week-ends, les samedis, on en fera plus. Il faut que, surtout le 4e mandat, oh là là, on reviendra pour en parler, surtout ce week-end. Il faut qu'on en parle de fond en comble. Ouais. Alors, je suis disponible. Tous les partis politiques, ceux qui veulent mener une discussion avec moi, un débat avec moi sur les questions idéologiques, franchement, je suis à l'aise. J'ai pas besoin de documents. Tout est dans la tête. On peut mener ce débat-là. Je suis vraiment à l'aise avec. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, enfin, en fonction de votre endroit. Et puis bon, à plus tard. Au revoir, frère. Porte-toi bien. Porte-toi bien. Merci. Thank you. Thank you. Chers amis, c'était Zarathustra Anaxagore. Il a pris un nom comme ça. Il saura l'expliquer. Je sais un peu d'où ça vient, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Ce qui nous intéresse, c'est la candidature d'Alassane Ouattara. Ça va parler. La candidature d'Alassane Ouattara, en tout cas, ce sera pas aussi simple que 2020. Il faut que Ouattara s'apprête. Il faut que Ouattara le sache. Il faut que le RDA de Mamadou Touré, d'Arthur Banga, le RDA de tous ces gens qui sont sur NCI, là, qui sautent, qui sont contents. Ne dites pas 4e mandat. Quand vous dites 4e mandat, c'est pas très correct. Faut dire la 4e candidature. Parce qu'il n'y a pas de 4e mandat pour l'instant. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y a pas de mandat. On te mandate quand on t'a voté. Donc, pour l'instant, parlons de 4e candidature d'Alassane Ouattara. Ah, ouais, c'est très intéressant, hein, ce film-là. Mais Alassane Ouattara, même là, est-ce qu'il est rationnel? Il est allé en France, il est revenu, il a annoncé sa 4e candidature. Emmanuel Macron joue à quel jeu? Fallait donner des conseils à ton pépé? Fallait dire à Alassane Ouattara, frère, 4e candidature, il faut laisser. Faut laisser. Mais il allait te voir. Il revient, il est candidat. D'accord. Donc, donnons-nous rendez-vous, chers amis. Donnons-nous rendez-vous très bientôt. On verra. On verra. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.